Alors, Mediapart, l'officine, le journalisme de bûcher qui fait et qui défait les réputations, mais qui surtout quasiment fabrique les affaires, les scandales, les pièces et les documents. 4 journalistes pour en parler. Martine Orange, bonsoir, spécialiste de l'économie. Antoine Perrault, spécialiste de la culture et en particulier de la littérature, quand ce n'est pas de la critique des médias. Lénaïque Bredou, qui est accrédité Élysée, comme on dit, et Michel Deléan, qui est journaliste d'investigation. Michel, quand Bruno Roger Petit, mais j'aurais pu citer aussi Alain Finkielkraut, qui dit par exemple Mediapart, le site d'information qui donne envie de changer de planète, ou alors Nadine Morano, Mediapart me fait gerber, je ne veux pas donner une seule information qui puisse ramener de l'argent à ce journal de vomi et à ce plénel dégueulasse. Bruno Roger Petit, Mediapart a peut-être inventé le journalisme de bûcher. Ça serait quoi le journalisme de bûcher, Michel ? Ce serait un journalisme qui réchauffe, qui donne des forces. Ça serait bien si c'était aussi vivace, si c'était aussi répandu. Je crois qu'il faut qu'on prenne ça avec modestie, avec recul, mais comme une sorte d'hommage finalement. Parce que qui sont les gens qui disent ça ? On a des gens qui sont aux prises avec la justice. On ne les nommera pas parce qu'on est sympa, mais on est régulièrement attaqué par des gens qui ont des problèmes avec la justice. Admettons, ils se défendent, ils ont le choix des mots qu'ils utilisent, leur stratégie de défense, ça peut se comprendre. Ensuite, on arrive à une strate inférieure qui est plus étonnante, c'est celle des entourages ou des chiens de garde, dont les intérêts sont un peu plus diffus, un peu plus cachés. Alors, il y a des éditocrates, des commentateurs, des gens qu'on ne nommera pas parce qu'on est vraiment très sympa ce soir, qui sont assis et puis qui sont là, ah ouais, Mediapart, ah bah, oui, ils inventent des affaires, ils font rien qu'à brûler les gens sur des bûchers. Mais les gens qui disent ça parlent d'une situation un petit peu hors sol, en commentant notre travail, qui est, il faut quand même le dire aux gens de façon simple, c'est le b.a.-ba de ce métier, c'est-à-dire aller chercher des informations, si possible, les rendre publiques et si on aime bien son boulot, le faire de la façon la moins bête possible. Et on arrive à se faire reprendre de volée, non pas par des patrons, des hommes politiques ou des avocats qui auraient des raisons légitimes de se défendre, mais par des gens qui sont censés être des confrères, des journalistes dont le métier est de produire une information, d'édifier le citoyen, d'expliquer, de mettre en perspective. Et là, j'avoue que par moments, j'en connais quelques-uns, depuis parfois presque 30 ans, les bras m'en tombent. Mais est-ce que, je pose la question à vous quatre, mais peut-être particulièrement à Michel et à Léna, est-ce que l'affaire Cahuzac a marqué une sorte de passage, quoi, quelque chose a changé? Parce que là, on a eu vraiment l'impression, il le disait lui-même d'ailleurs visiblement, quelqu'un va rester au tapis, ça sera eux ou moi, c'est-à-dire qu'on avait l'impression d'une sorte de combat à mort. Qui allait gagner? On avait l'impression que la personnalisation n'était pas apparue aussi excessive entre un homme public, ministre du budget, élu de la République et un journal, en l'occurrence Mediapart, depuis peut-être François Mitterrand et Le Monde, et Louis Plenel nous en parlera peut-être tout à l'heure, dans les années 80 ou 90. C'est-à-dire que c'était quasiment lui ou vous. Et on peut se dire aussi comment on a pu en arriver à un schéma pareil, quoi, qui est quand même qui a aussi quelque chose d'un peu délirant. Alors, bon, on peut relativiser, hein, si on met ça dans une perspective historique. Il y a eu l'affaire du canal de Panama, l'affaire Boulin, il y en a eu beaucoup. Henri Emmanuelli, quand il était inquiété par les juges, traitait aussi les journalistes de pique-pendre. Là, encore une fois, dans l'affaire Cahuzac, ce qui est surprenant, en dehors de tout ce qui a été dit sur le déni, sur le mensonge et sur ce qu'a fait Cahuzac, ce qu'il a fini par avouer, tout ça c'est connu. Moi, à titre personnel, ce qui m'étonne encore aujourd'hui, c'est l'attitude d'une partie de nos confrères qui ont eu comme réflexe de se ranger du côté de l'institution, du côté des sources, du côté du pouvoir, du côté des agences de communication, et qui, sans savoir de quoi y retourner, puisque bon, c'était une enquête un petit peu longue, un petit peu compliquée, qui était en amont de tout ce que pouvait faire la justice, se sont rangés finalement, non pas du côté du journalisme, mais du côté des pouvoirs et des institutions. Et ça, aujourd'hui, j'avoue que ça me pose encore question. Donc, quand on a, comme tu disais, là, des réactions récentes sur les dernières affaires,
C'est étonnant, on se demande parfois si on fait tous le même métier. Alors, à contrario, on a Fred qui voudrait savoir si on peut pratiquer un journalisme à décharge. Peut-être Antoine ou Martine. Antoine. Qu'est-ce que ça veut dire un journalisme à décharge? Eh bien, plutôt que peut-être d'aller charger quelqu'un, comme Cahuzac, on va aller défendre. Ah oui, on pourrait faire un journalisme Être- en annonçant que les trains sont partis à l'heure, par exemple. Mais je ne sais pas, peut-être par exemple. C'est un Ils sont arrivés même. Non, peut-être que Kerviel, c'est plus un exemple de quelqu'un qui est pris dans une C'est histoire. des charges à charge quand même. C'est un peu compliqué puisque effectivement l'affaire Kerviel, bon, on s'aperçoit. J'ai repris toute l'enquête à un moment et en reprenant toutes les choses, et on s'aperçoit qu'à un moment il y a eu des dysfonctionnements dans la marche de la justice. Et donc c'est là où c'est à décharge par rapport à Jérôme Kerviel, dont on a fait l'unique fauteur de trouble, si je puis dire, dans les pertes de la Société Générale, hein, et en disculpant et en évacuant totalement toutes les responsabilités éventuelles de la Société Générale elle-même. Parce que normalement, on ne laisse pas 50 milliards, on laisse pas une caisse de 50 milliards à un seul employé sans vérifier ce qu'il en fait. Ça, c'est déjà, normalement, c'est un principe, quoi. Et là-dessus, bon, et on s'aperçoit maintenant que la Cour de cassation, qui a cassé une partie du jugement de l'affaire Kerviel, dit un peu la même chose. Et donc, c'est à charge et à décharge, puisque ça a été aussi à charge contre des vrais dysfonctionnements de la justice, quand même. Parce que, et on le verra par la suite, au fur et à mesure du procès, mais on verra ce qu'il en sort. Mais je pense qu'on pourrait découvrir d'autres choses qui nous... En tout cas, le fait qu'on ait refusé des tas d'actes, le fait qu'on n'ait pas regardé au procès, le fait qu'on n'ait pas réécouté un certain nombre de choses, qu'on n'ait pas été chercher des preuves dont on sait où elles sont exactement et comment elles existent, tout ça fait que on a le droit de se poser des questions. Il y a eu des vrais dysfonctionnements de la justice dans cette affaire. Pour la défense de la justice, c'est des affaires extrêmement complexes. Ils ne connaissent pas forcément tout le fonctionnement des banques. Et la banque a fait en sorte de leur construire une histoire. Lénaïque Bredou, quand Aquilino Morel, donc ancien conseiller de François Hollande, là pour le coup traite Mediapart d'officine, puisqu'il dit voilà, François Hollande voulait se débarrasser de moi, c'est ce qu'il prétend ces jours-ci. En gros, il s'est servi de Mediapart pour pouvoir se débarrasser de moi en inventant ce scandale. Cette accusation comme ça, lancinante d'officine, d'être en service commandé, qui est justement exactement l'inverse de l'indépendance, on sent quand même qu'au-delà des insultes, genre Xavier Bertrand, Mediapart, c'est le site qui utilise des méthodes fascistes, mais cette accusation de manipulation, d'être manipulé en fait par les pouvoirs pour faire le sale boulot, c'est celle qui revient le plus souvent avec le plus de constance. Ah, je pense que c'est assez fréquent, effectivement. Et d'ailleurs, l'officine au service de François Hollande... Enfin, on met souvent l'officine au service de gens différents, donc c'est ça parfois qui est assez drôle à observer. Mais l'officine au service de François Hollande, d'abord, c'était la droite sous Nicolas Sarkozy qui disait qu'on faisait la campagne de François Hollande et qu'on faisait tout ça pour être vraiment très méchant et que c'était François Hollande qui nous téléguidait. Bon, évidemment, il y a une barre d'absurde dans tout ça, c'est-à-dire c'est vraiment, ça change tout le temps, c'est permanent, c'est ridicule. Mais là où c'est intéressant, c'est effectivement sur le côté, vous êtes manipulé. Et il y a, derrière ça, il y a des gens qui sont très malveillants, hein, qui disent ça, voilà, parce que pour se défendre comme pour se défausser, bon, c'est le cas par exemple, là, dans le cas précis d'Aquilino Morel, je peux en dire un mot, mais sinon il y a aussi, on le voit parfois dans les commentaires chez les lecteurs, une interrogation sur la manipulation qui est liée à la méfiance vis-à-vis des médias, qui est par ailleurs une méfiance assez légitime, et qui aussi montre, par moment, je pense, le recul sur la question de la presse, c'est-à-dire effectivement de l'indépendance de la presse, de l'enquête, d'être capable de faire des enquêtes, de produire de l'information. Je pense quand même qu'au bout d'un moment et au bout d'un certain nombre d'années, la démonstration a quand même été faite par Mediapart de sa capacité à enquêter tout le temps,
sur n'importe qui, quel que soit le camp politique, pour prendre l'exemple de la politique. Mais c'est le cas aussi sur l'économie, c'est le cas sur tous les sujets dont on s'empare. Et d'ailleurs, voilà, la démonstration a été simple avec l'affaire Cahuzac. D'ailleurs, c'est aussi ça une des raisons qui a provoqué un peu un choc au moment de l'affaire Cahuzac. C'était qu'on était à ce moment-là encore l'officine au service de François Hollande. C'est-à-dire que la démonstration, l'accusation venait de la part de la gauche, pour le dire simplement. Voilà. Et non pas, mettons, je ne sais pas moi, du Figaro. Au contraire, puisque les journaux de droite, ce que disait Michel, dans leur quasi-totalité, si ma mémoire est bonne, reprenaient le système de défense de Cahuzac lui-même, qui consistait à dire, en gros, il n'y a pas de preuves, et celles qu'il y a, vous les avez inventées, etc. Oui, tout le monde, en fait, reprenait ce discours sur les preuves. Mais justement, les preuves, c'est intéressant parce que dire quelles sont vos preuves, quelles sont vos sources, voilà, ça montre aussi, par moments, comme disait Michel tout à l'heure, un certain nombre de recul sur ce qu'est la presse et ce qu'est notre métier, tout simplement. Mais pour revenir sur le cas précis d'Aquilino Morel, là, c'est encore plus, quand même, farfelu, hein, parce que, donc là, on est au service de François Hollande, c'est-à-dire d'un règlement de compte interne entre certains courants au sein de l'Élysée, ce qui voudrait dire qu'on soupçonne Mediapart de défendre la ligne Hollande au sein de la gauche. Pour qui lit Mediapart, quand même, ça ne manque pas de saveur, premièrement. Et deuxièmement, c'est ne rien comprendre, enfin, en dehors de ce qu'il dit lui. Bon, encore une fois, il dit ça pour se défendre. C'est la manière dont on s'est repris dans la presse, qui est un peu agaçante par moments, c'est quand même ne rien comprendre à comment on travaille. C'est-à-dire imaginer que François Hollande aurait pu... Parce qu'en fait, ce qu'il dit, c'est il était au courant qu'il y avait une enquête, et s'il avait voulu, il aurait pu la stopper. Mais penser que François Hollande peut téléphoner en disant... L'enquête, c'est l'enquête de l'inspection... L'enquête, c'est celle qui a été faite par mon collègue Michael Ashdenberg, qui explique, qui révèle le conflit d'intérêts dont s'est rendu responsable Aquilino Morel et la manière dont il se comportait à l'Élysée. L'histoire la plus célèbre étant restée celle du scieur de chaussures à l'hôtel Marigny. Mais si on prend ça, c'est imaginer quand même que François Hollande pourrait nous empêcher de publier un papier. C'est quand même vraiment grotesque. Sinon, il l'aurait fait pour... Jérôme Cahuzac, pour Jean-Marie Le Guen, pour Fawzi Lamdaoui. Enfin, je veux dire, c'est vraiment juste... il suffit de lire le journal, pour le coup, pour voir à quel point c'est absurde. C'est vraiment... Et c'est à se demander, du coup, si certains journalistes ne fonctionneraient pas comme ça, pour qu'ils reproduisent ce soupçon. C'est quand même assez étonnant. C'est une question qui revient quand même souvent. Est-ce que les journalistes subissent des pressions et comment on fait face aux pressions? Comment on répond quand François Hollande téléphone? Moi, c'est simple, il ne m'appelle jamais. Donc, comme ça, c'est plus simple. Hein. Je veux dire, mais à un moment, il faut dire les choses clairement. Il m'appelle tous les jours, il reproche à chaque fois. Non, mais c'est ça aussi qu'il faut déconstruire. C'est-à-dire que les pressions, ça dépend ce qu'on a. Mais voilà, moi, par exemple, je couvre l'Élysée, François Hollande ne m'appelle pas. Donc voilà, ça. C'est pas vrai, il l'appelle tous les jours. Oui, non, mais d'accord, il y a peut-être une part de naïveté à la question, mais elle est réelle. Non, mais c'est-à-dire qu'en gros, vous travaillez avec des hommes politiques, que ce soit des élus, des conseillers, des membres de cabinet, etc. Donc peut-être que le mot pression est maladroit, impropre, voilà, imprécis, disons. Mais ceci dit, c'est difficile d'enquêter sur des gens qu'on connaît, dont on peut avoir le téléphone portable, dont on peut demander par texto s'ils confirment ou s'ils infirment une information, et avec lesquels il n'y a pas une consanguinité, mais il y a une proximité tout simplement professionnelle. Mais effectivement, ça, c'est pas, on va pas dire que c'est toujours simple et toujours très agréable. Ça, c'est pas la question. Et le fait, je trouve, en fait, la réponse la plus simple, c'est de dire que c'est de savoir que ça peut toujours arriver. C'est-à-dire, même quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps, avec qui on a des échanges professionnels. Louis Plenel, par exemple. Avec qui on a des échanges professionnels réguliers, etc. Avec qui il peut y avoir un rapport de source à journaliste, donc qui est aussi une forme de rapport de confiance, c'est de savoir que ça peut toujours arriver qu'à un moment donné, dans le cadre d'une enquête, dans le cadre d'un article, eh bien, cette relation soit rompue. C'est juste de l'avoir toujours en tête. C'est pas la question. Mais voilà, et c'est de savoir que ça va arriver ou que ça peut arriver tout le temps. Et donc, ça limite aussi la proximité. Est-ce que la question du dosage et donc de la rétention même d'informations ou même de l'hésitation à sortir une affaire peut arriver? Parce que ça aussi, c'est reproché constamment à Mediapart. C'est vous êtes directement responsable, Jean-François Copé par exemple, ce sont des méthodes, excusez-moi, des années 30. Xavier Bertrand, Mediapart, c'est le site qui utilise des méthodes fascistes. Quand on dit ça, années 30, méthodes fascistes, etc., on dit aussi que vous faites le lit du Front National et qu'à force de descendre en flammes un régime parlementaire, eh ben voilà,
voilà, il reste un paysage de cendres sur lequel peut prospérer absolument n'importe quoi. Qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est un argument qu'on entendait déjà, encore une fois, pardon pour les plus jeunes qui seraient en train de nous écouter, mais quand l'affaire Urbain a commencé à la fin des années 80 et que les affaires de financement du RPR, Chirac, mairie de Paris, etc., ont démarré au début des années 90, on entendait déjà ça. Et les journalistes en permanence, « Oh, vous entretenez un mauvais climat, alors vous faites du mal aux entreprises françaises qui sont dans une compétition internationale très difficile, vous faites du mal à la classe politique, vous allez amener le Front National au pouvoir. » Oui, enfin bon, le Front National, il n'a pas besoin des journalistes pour arriver au pouvoir. Si cacher les turpitudes des milieux d'affaires, de la finance et des politiques, c'est empêcher l'émergence du Front National, c'est une aberration. On est dans quelque chose d'aberrant. Encore une fois, qui sont les gens qui nous demandent en permanence de mettre nos informations sous cloche, de ne pas faire notre boulot, de ne pas utiliser des méthodes d'officine ou de méthodes fascistes, etc. Les gens qui sont contre la transparence, contre la dictature de l'information, etc. C'est des gens dans des situations dominantes, avec des rentes de situation, avec des privilèges plus ou moins légitimes, avec des casseroles plus ou moins visibles. Nous, on se contente de faire notre boulot. Et la grande chance qu'on a ici, sous le contrôle de mes camarades, c'est que on n'a pas de moyens de pression qui opèrent sur nous. Parce qu'il n'y a pas de pub, il n'y a pas d'actionnaire. C'est le bon mot, transparence? Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais c'est le mot qui revient souvent. Non, mais est-ce que c'est le bon mot? Est-ce que c'est un mot que vous employez? Alors, le sémiologue en chef, c'est Antoine Perrault. Mais... Alors, transparence, Antoine. Transparence par rapport à notre travail. Est-ce que c'est le bon mot? Moi, je trouve Fabrice que Arfi me disait tout à l'heure qu'il ne l'aimait pas. Moi, j'ai l'impression de travailler plutôt dans une liberté écœurante. Mais transparence, non, c'est la liberté plutôt qui reviendrait. Enfin, on n'a jamais été aussi libre qu'à Mediapart. C'est pas ça que ça veut dire. Transparence, ça veut dire qu'il faudrait que les hommes qui sont les représentants, nos représentants, c'est-à-dire les hommes politiques, se soumettent à une sorte d'infrarouge de radiographie absolument totale quant à leurs affaires, quant à leurs amours, pourquoi pas quant à la totalité de leur vie privée, quant à leur patrimoine, etc., etc. Non, il y a une citation qui revient, je crois, elle est d'Hubert Védrine, qui parle de maladies, de vautours. La transparence est une maladie entretenue par les vautours comme Mediapart. Voilà. Alors, donc là, réponse. Là, on est effectivement dans un cas d'école, parce que Hubert Védrine, on l'a connu quand il est arrivé à l'Élysée, au départ. Il faisait partie de ces socialistes, discours de Cancun, etc. Aujourd'hui, Hubert Védrine, il fait, comme disait le général, sa petite soupe sur son petit feu dans son petit coin. Enfin, il vend ses avis, et donc il a un intérêt à défendre, alors qu'on l'a connu issu du berceau, du nid, de l'ENA quand même, Attali pareil. Donc aujourd'hui, ce sont des gens, Hubert Védrine, il faut savoir, pour lui, la plus grande invention, c'est un diplomate, c'est l'escalier dérobé, en gros. Et donc, la pire des inventions ne peut être que Mediapart, là-dessus. C'est l'évidence. Mais ça c'est ceux qui sont de gauche et très mauvais joueurs. En revanche, dans votre florilège, vous avez quand même... Parce qu'on les lit mal, ces citations. Quand vous avez lu celle de Copé, parce qu'il faut se souvenir qu'on a la droite la plus intelligente du monde. Ce sont des méthodes, excusez-moi, des années 30. Voilà. Alors, ce qui compte, c'est excusez-moi, personne ne le voit. Copé, qui prétend être contre la repentance, dans cette magnifique citation, revient sur toute la presse des années 30 qui aboutit au suicide de Salingro, etc. etc. Et donc, il demande à la droite de s'excuser. C'est ce qu'il faut voir. Moi, j'ai assisté à l'audience de Xavier Bertrand. C'était extraordinaire. Il est d'une finesse incroyable. Cet homme a compris ce que c'était que l'arborescence du net, et il va chercher le seul mot qui vaille, le mot fasciste, qui vient de faisceau. Il faut voir qui est Xavier Bertrand. Moi, je l'ai vu de dos, il est Rabelais comme Jaurès, il est fin comme Léon Blum, et il est jovial comme Herriot, Bertrand. Donc, quand il parle de fascisme, c'est lié au faisceau. Et il revient à la République, parce que le faisceau du licteur, c'est les armes de la République française. Donc, j'aimerais que Mediapart devint une grande maison de tolérance qui pût, de temps en temps, être à décharge. Et j'essaie de le faire. Alors, il ne faut peut-être pas que j'aille trop loin, mais souvenons-nous que nous avons la droite la plus intelligente du monde.
Géraldine. Transition. À quoi ça sert dans le quotidien des Français? Le FN est installé partout, le chômage monte, les pauvres sont toujours pauvres, les politiques toujours aussi tordus, magouilleurs, profiteurs. Alors tout ce travail qu'on fait depuis longtemps, l'affaire Urbain, j'en passe. Martine. Bah, c'est vrai que de temps en temps, on a un peu... Il y a un coup de déprime, si je puis dire. Quand on voit qu'on en est encore à se dire qu'il faut rappeler aux députés qu'ils doivent payer leurs impôts, j'avoue que là, on a un peu le moral dans les chaussettes en se disant mais c'est pas possible. Où est-on, quoi? Mais bon, d'un autre côté, je pense qu'il y a des choses aussi qui progressent, enfin j'espère. Le vrai drame, pour revenir quand même un petit peu sur ce qui s'est dit, c'est que notre travail semble d'autant plus violent, si je puis dire, par rapport pour certains, qu'on est un peu tout seul dans les affaires. Et que on serait plus, je reprends sur l'affaire Cahuzac, il y aurait eu d'autres... Alors, il y a eu un journal qui nous a repris longtemps, notamment Sud-Ouest. Sud-Ouest a sorti à ce moment-là tout ce qu'il savait sur l'affaire Cahuzac, qu'il n'osait pas sortir avant, mais parce qu'il y avait une sorte de verrou, on sent bien éditorial hein, au niveau de Sud-Ouest, alors qu'il savait tout, ou beaucoup de choses en tout cas. Et là-dessus, mais par contre... On aurait bien aimé, nous, que d'autres journaux derrière reprennent l'enquête, la poursuivent de la même façon que quand on sort plein de choses, on aimerait bien que d'autres poursuivent, prennent d'autres pistes, continuent, etc. Et c'est là, c'est un peu désespérant. Sur l'affaire Tapie, par exemple? Alors, sur l'affaire Tapie, si vous voulez, pendant 2 ans, c'est Laurent qui a mené ce travail gigantesque tout seul. Il n'y avait personne. Jusqu'au moment où les faits ont commencé vraiment à être avérés et il n'était plus possible de nier. Et où... C'est assez bizarre parce que du jour au lendemain, un certain nombre de nos confrères ont fait comme si tout était acquis, ils avaient tout dit, alors que finalement on aurait aimé qu'à un moment ils enchaînent, quoi, je veux dire. Et donc, bon, alors après d'autres ont fini par enchaîner, mais ça a été long. Dernière question à Léna pour conclure ce plateau. C'était plus facile sous Sarkozy? Bon, alors moi, je ne suis pas arrivée très très longtemps. Enfin, si, un petit peu, enfin quand même. Plus facile, je ne sais pas si c'était plus... Vraiment, je ne sais pas très bien répondre à cette question. Était-ce plus facile? Je ne crois pas quand même. Je pense que ce n'est pas les mêmes difficultés, je pense que ce n'est pas les mêmes obstacles. Et on a vu au moment de l'affaire Cahuzac à quel point c'était aussi difficile sous la gauche. Que sous Sarkozy, où quand même le climat était quand même assez lourd d'accusations permanentes, mais on voit voilà comment ça s'est reproduit et on voit encore là, par exemple voilà Aquilino Morel, mais sur plein d'autres choses, quand même une volonté quand même parfois de s'attaquer, mais ce serait quelqu'un d'autre sortirait les affaires, ce serait exactement la même chose, hein, c'est pas un truc personnalisé sur Mediapart en soi. Il y a quand même toujours une difficulté sur l'enquête, sur les révélations et sur la critique qui est parfois un peu pénible. Michel. Une toute petite différence en conclusion. Bon, je pense que tout le monde a compris qu'on n'est pas des supporters particuliers de tel ou tel et qu'on n'est pas là pour faire le programme ou la défense de tel ou tel. Mais la différence quand même notable entre le quinquennat Sarkozy et le quinquennat Hollande, c'est qu'actuellement, les magistrats peuvent faire leur travail. C'est une petite différence, mais qui est notable. Merci beaucoup à tous les quatre. Il est 22h15 et ça y est, le 100 millième abonné. Voilà. Et c'est... Alors, je voulais savoir son nom, mais on n'est pas capable de me le dire. Mais peu importe. Donc, il y a eu un 100 millième abonné. Et donc, il est abonné à vie. Voilà. Il est là-bas face à la caméra. Il s'appelle Renaud Creus. Il s'occupe pour Mediapart des réseaux sociaux. Et donc, qu'est-ce qu'on y raconte, Renaud ?
Donc Mediapart, c'est bien évidemment ses abonnés, mais c'est aussi les réseaux sociaux avec une communauté de personnes abonnées ou non qui commentent, partagent et relayent. Et donc c'est plus de 680 000 followers sur Twitter, 25 000 sur le compte Mediapart Live et 350 000 fans sur Facebook. Et donc ce soir par exemple, on a dépassé là, les 1000 tweets avec le hashtag Mediapart Live, presque 600 contributeurs sur la soirée et quelques tweets bien sentis, notamment un tweet de JP Guedas qui nous dit tu entends Jean-Michel Apathy, le 100 millième abonné à Mediapart, remporte un abonnement à vie, donc on va voir si c'est lui ce soir. Merci beaucoup Renaud. Ça y est, Christophe Gognaud qui est au central. C'est quoi qu'on appelle le central, Christophe? Parlons jargon. Qu'est-ce que c'est que le central? C'est juste derrière. C'est juste derrière. C'est la cabine de pilotage. C'est la rédaction en chef. C'est et pas comme ça l'édition en que ça chef. s'appelle. Non, Mediapart, on est horizontaux à mort. On n'a qu'un seul chef. Mais Edoui voulait c'est répondre. PNL, Alors un chef Edoui, suprême. réponse. Le central, c'est quoi la définition?